Bonjour à tous, où que vous soyez, et bienvenue. Je suis Cédric Prévitali, je suis votre hôte, et vous êtes sur le podcast Masculin 21.0. Nous aidons les hommes ordinaires à devenir leur meilleure version pour leurs bénéfices, ceux de leur entourage, leur communauté et la planète en général. J'ai créé la méthode Descartes. Découvre, comprend, applique, répète et transforme. Je propose des podcasts avec des histoires d'hommes, des expériences vécues et des informations autour du mental, fitness, alimentation, spiritualité, leadership, relation avec soi, avec les autres et plus encore. Vous êtes prêts? Let's go! En tout cas, on est live. Merci de nous avoir rejoints. Je suis avec Fabrice, Mincir avec mon coach. Fabrice est basé à Paris. Et merci de me rejoindre, Fabrice. En fait, l'histoire, c'est que j'ai rencontré Fabrice sur Instagram. J'ai mon compte Insta pour les pairs et il avait posté quelque chose qui m'avait interpellé dans le sens où c'était quelque chose autour du fait que manger 3 fois par jour était un mythe. Alors, depuis le temps qu'on en parle du jeûne intermittent, de toutes ces questions-là, je me suis permis de contacter Fabrice et on a décidé de faire un petit live pour clarifier un petit peu les choses, et etc. Donc, Fabrice est psychothérapeute et il est spécialisé dans l'alimentation, problème, aider les gens à mincir, les personnes aussi à contrôler leurs alimentations d'un point de vue émotionnel, etc. Fabrice en parlera un petit peu plus en détail. Mais voilà, donc l'idée, c'est de discuter un petit peu, se concentrer sur les adultes et puis ensuite se concentrer aussi sur des questions sur les enfants. Donc, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous les poser. Voilà, bonjour Fabrice. Ah bah, rebonjour. On Oui, était en train de bonjour. discuter avant tranquillement. On fait genre bonjour. Moi, je vais commencer par quelque chose de très très simple parce que on voit il y a beaucoup de conseils, il y a beaucoup de dogmes autour de l'alimentation. Et moi, j'aime bien partir des fondamentaux qui vont parler à tout le monde. C'est la période où on est bébé. Mhm. Et ça tombe bien puisqu'on a tous été bébés, donc c'est facile. Et en fait, quand on est bébé, c'est très simple. On ressent la faim. On ressent une sensation de gêne qui fait que bébé, on va pleurer. Et pleurant, maman arrive. Et maman arrive soit avec le sein, soit avec le biberon. Et puis, bébé que nous étions, nous prenions le sein, le biberon. Et on allait prendre du lait jusqu'à arriver à satiété, jusqu'à être rassasié, jusqu'à la prochaine faim. Et c'est comme ça que n'importe quel bébé de l'ensemble de la planète gère ses apports, c'est-à-dire j'ai faim, c'est désagréable, ça provoque une sensation d'inconfort, voire de douleur si ça perdure. Et puis j'ai plaisir à téter, j'ai plaisir à prendre, à me sustenter et jusqu'à la prochaine fois. Et ça s'appelle, ça porte un nom, un scientifique a appelé ça la caloriception, qui est en fait l'aptitude instinctive à gérer ses apports caloriques. Et il y a des tests qui ont été faits, il y a des diabétologues qui ont fait des tests, notamment, je vous encourage à aller voir les travaux de Henri Lestradé, où il a fait des tests où il mettait des laits très concentrés, donc il prenait du lait, où il mettait beaucoup de poudre, et puis il prenait du lait avec moins de poudre, et c'est très très simple, c'est comme manger de la purée très compacte ou manger de la purée très liquide. Quand la purée est très compacte, on en mange moins parce qu'on est vite calé, et quand on prend de la purée liquide, on en prend de purée. Donc on a vraiment déjà cet instinct naturel de gérer nos calories. Et quand on a des problèmes de poids, souvent on croit qu'il va falloir faire des tas de régimes, des tas de règles alimentaires. Et en fait, le simple fait de réapprendre la sensation de faim et la sensation de satiété et réapprendre à attendre d'avoir faim, ça va permettre déjà de perdre pas mal de kilos. Avec mes clients, mon ordre de grandeur, c'est entre 1 et 2 kilos par semaine quand ils commencent à être bien réglés sur j'écoute bien ma faim, j'écoute bien ma satiété. Et très facilement. Et comment tu fais ce genre d'exercice de contrôler ta satiété? Alors, avant de contrôler la satiété, l'idée, c'est de redécouvrir la faim. Souvent, quand on a des problèmes de poids, c'est qu'on n'attend plus d'avoir faim pour manger. On mange par habitude, justement. On va faire 3 repas par jour. On va manger par convention sociale. On va manger pour des tas de raisons. On va aussi manger pour des émotions, j'en parlerai plus tard.
Mais en tout cas, on ne va pas manger parce que l'estomac dit « donne-moi à manger ». On ne va pas manger pour cette raison-là. Et donc, faisant ça, on apporte des calories à son corps qui n'a rien demandé et qui va être obligé de les stocker. Je schématise, mais c'est ça le fonctionnement. Et donc, la première des démarches, ça va être justement de réattendre et d'apprendre à attendre, d'avoir des signaux qui viennent de l'estomac et rien que de l'estomac, pour à nouveau faire l'expérience de la vraie faim. Et ça va créer, au bout d'un moment, une sorte de référence de faim pour que je puisse me dire ok, ça c'est ma faim, ça me dit que je peux manger, et là je vais pouvoir me régaler en mangeant toutes sortes d'aliments, justement sans règles, sans me dire il y a ça qui fait grossir, il y a ça qui fait maigrir, quoi. Parce que ça marche pas comme ça en fait. Tu as des questions? Toi, naturellement. Moi, quand tu dis par exemple l'émotion, par exemple le soir, en règle générale, c'est là où j'ai le plus de problèmes. Tu vois, par exemple, je vais manger à midi, je vais essayer de contrôler ce que je mange. Le soir, ce sera un repas un petit peu plus copieux parce qu'il y a plus de temps. Et voilà, je regarde 1 heure de télé, Netflix ou un truc comme ça. Et là, c'est bon, qu'est-ce que je pourrais manger? Et il y aura forcément ce que tu disais. Je ne sais pas si c'est de l'émotion ou si c'est ce besoin de manger quelque chose un peu sucré. J'aime bien finir avec une touche sucrée. Et du coup, c'est là où les problèmes peuvent arriver. Plus maintenant, mais dans les temps pas très loin, je pouvais descendre une boîte de gâteaux tout seul ou une plaque de chocolat. Là, c'est terminé. Là, moi, j'ai 3 ou 4 biscuits et c'est tout. Mais bon, c'est là quand même. Ouais, en fait, déjà, dès qu'on commence à réapprendre sa vraie faim et à rencontrer à nouveau sa vraie faim, ça va permettre de mieux prendre conscience des fois où on mange alors qu'on n'a pas faim. C'est toujours une histoire de contraste. Parce que je sais quand j'ai faim et parce que je sais mieux le sentir et le repérer, ça me donne une référence où je vais me prendre justement la main dans le paquet de gâteaux en disant mais qu'est-ce que je suis en train de faire à manger des cookies alors que en fait j'ai pas faim ou que je n'ai plus faim. C'est-à-dire que j'ai déjà fait mon repas et puis je suis devant la télé et je commence à boulotter des cookies alors qu'en fait j'ai pas besoin. Donc ça va déjà être un premier pas vers l'apprentissage et un premier pas vers la reprise en main, la reprise de contrôle. Ensuite, il y a effectivement des états d'être, des états psycho-émotionnels où on est plus vulnérable à avoir envie de manger. Et tout particulièrement en fin de journée, parce qu'en fin de journée, on a justement la journée qui a pu faire qu'on a accumulé du stress. Le stress, c'est des hormones de stress. C'est un état général qui va faire qu'on est plus vulnérable à être tenté par de l'alcool, des psychotropes, de la nourriture, enfin tout ce qui pourrait faire qu'on se sent mieux. Et donc toute la démarche va être aussi d'avoir en amont, un travail sur la qualité de la journée pour ne pas se retrouver dans cet état de vulnérabilité le soir, parce qu'en fait, une fois qu'on est dans l'état j'ai envie de manger, quelque part, la bataille est perdue. Ça va être très difficile de lutter contre l'envie de manger quand on est hyper stressé. C'est avant qu'il faut œuvrer. Ouais, je vois exactement les moments comme ça, enfin, peut me repositionner dans des situations comme ça, où des fois, c'est l'heure de manger et il n'y a pas de discussion, quoi. C'est-à-dire que, en général, je me prenais un petit protein shake, tu vois, juste pour remplir l'estomac ou avec quelque chose qui n'était pas forcément parfait, mais au moins, je savais qu'il y avait des vitamines, il y avait, etc. Ouais, ça peut faire la farce. Ouais. Par contre, derrière, comment faire pour comme tu disais, contrôler ça en amont? C'est-à-dire, je suis stressé, je sais que je vais manger ce soir, je vais faire une razzia dans les placards. Comment gérer ça? Je suis un peu curieux de savoir comment faire. Cette idée de contrôle, surtout quand tu n'as pas forcément ton entourage qui te supporte dans ta façon de faire, tu vois, surtout quand tu as des gamins, etc., et que il y a des biscuits, il y a des gâteaux, etc. un peu partout. Donc là, c'est là où c'est le plus dur, je trouve, de se retenir. Alors bon, c'est une question très très complexe et très large, et j'ai envie de dire qu'il y a abordé au cas par cas, parce qu'en fait, ce qui te stresse toi n'est pas forcément ce qui me stresse moi, et c'est pas ce qui va stresser les personnes qui vont regarder la vidéo, parce que effectivement, alors il y a 2 choses. Il y a le préventif, éviter d'être le moins stressé possible dans sa journée. Mais bon, ça, c'est un vœu pieux. Mais il y a des manières de faire pour être moins stressé. Et puis, il y a quelque part le curatif, c'est comment limiter la casse si je suis quand même bien stressé parce que j'ai passé une journée horrible et que je sens la tentation
du paquet de gâteaux, du paquet de bonbons, du fameux pot de pâte à tartiner très mondialement connu qu'on pourrait manger à la cuillère, etc., ou la glace et compagnie. Je vais commencer par c'est le soir, j'ai passé une journée horrible et je suis tenté. Si j'en suis là, c'est qu'en fait, je suis dans un état émotionnel où j'ai besoin de réconfort. J'ai un certain nombre d'hormones de stress qui sont en surabondance dans mon corps. J'ai besoin c'est un peu comme une cocotte minute ou une grosse chaudière, et je suis sous pression, et j'ai besoin de quelque chose qui va faire redescendre la pression. Certains vont faire appel à l'alcool, certains vont faire appel à s'enrouler un petit, certains vont fumer des clopes, d'autres vont manger, etc. C'est toujours, je fais appel à quelque chose qui va changer l'état chimique de mon corps, parce que j'en ai marre de me sentir mal dans cette soirée-là. Et là, en fait, la chose à vraiment à prendre conscience, c'est ce dont j'ai besoin, c'est de réconfort. Toute la démarche va être d'apprendre à me donner du réconfort sans passer par de la nourriture ou sans passer par des drogues. Enfin, l'idée, c'est pas de remplacer la nourriture par du cannabis ou par d'autres choses. Même si ça peut être sympa de temps en temps de se faire un truc sympa comme ça. Mais l'idée, c'est, de manière générale, et si je veux quand même prendre soin de moi, c'est je prends conscience que je suis tenté de manger. Tout de suite, ça doit m'alerter, c'est attends. En fait, c'est pas manger dont tu as besoin, c'est de te faire du bien. Et je vais me créer un kit de situations, d'actions qui me font du bien, qui vont progressivement venir remplacer l'action manger. Okay. Et je te pose la question, d'après toi, si on parlait de toi, c'est le soir, tu as envie de manger, maintenant que je t'ai dit ça et que tu connais le truc, tu dis, non, je vais pas manger, je vais me faire… La première chose, moi, je suis un grand fan du bain, moi, la baignoire, un bain bien chaud. Je peux peut-être pas pouvoir faire ça tous les soirs, mais de temps en temps. Et sinon, j'ai remarqué que si je fais du sport le soir, après, j'ai peut-être pas forcément autant faim. Donc, peut-être remplacer ça avec une séance de sport le soir. Ça pourrait être aussi quelque chose. Les deux choses qui me viennent à l'idée. Après, le reste, j'ai pas forcément plus d'idées que ça. Déjà, tu en as deux. Ouais. Donc, ça veut dire que là où tu aurais mangé 3 fois, peut-être qu'une fois tu manges, une fois tu fais bain, et puis une fois tu fais sport. Ouais, donc, tu as divisé par 3, tu viens de diviser par 3 tes compulsions ou tes envies de manger. Ouais. Quand je dis toi, je te prends comme exemple parce que. Non, je suis le cobaye. Ouais, je crois. Mais tu fais je te pointe pas du doigt. Je te pointe pas du doigt, mais c'est ça le truc. En fait, tu vois, rien qu'en faisant ça, déjà, tu as 2 cordes à ton arc en plus. Mais tu vas te rendre compte que le sport, tel soir, tu es hyper en forme et tu peux faire du sport, vraiment un truc genre un peu crossfit ou un truc un peu péchu. Et puis tel soir, tu n'es pas si en forme que ça, mais tu peux peut-être faire des étirements, tu peux faire un peu de pilates, tu peux t'initier à du yoga ou à d'autres trucs qui vont faire que, ok, ce ne sera pas la séance de sport de warrior que tu pourrais faire d'habitude, mais tu vas faire une autre pratique avec ton corps. Et hop, tu as plusieurs autres cordes à ton arc qui vont remplacer le moment je mange. Et puis, faisant ça, tu vas te rendre compte que tel soir, tu fais sport avec musique, sans musique, que tel autre soir, tu vas dire, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas appelé tel pote, et si j'appelais tel pote, et du coup, tu vas passer 1 heure au téléphone avec ce pote, et ça va être super sympa. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que la seule chose dont tu as besoin, en fait, c'est répondre à ton émotion. Et il y a 5 grandes émotions. Il y a la peur, la colère, la tristesse, la honte et le dégoût. Ça, c'est des émotions qui ont tout un objectif, te ramener à l'émotion normalement qui devrait nous alimenter en permanence, qui est la joie. La joie au sens de calme, sérénité, énergie, je suis bien dans ma vie. Si le soir, je suis en colère parce que j'ai passé une journée où quelqu'un m'a énervé et que j'ai pas écouté ma colère ou voilà, je me suis laissé agacer par quelqu'un et que le soir j'ai de la colère, c'est où je mange ma colère ou je vais libérer ma colère justement. J'ai une cliente, elle me raconte, son chéri fait du Krav Maga. Non, pas du Krav Maga, comment ça s'appelle le truc de combat, du Penchat Silat. Okay. Je connais le Krav Maga, mais pas le Penchat Silat. Ouais, peut-être que je le connais. Et donc, elle me raconte que du coup, maintenant, elle est prof en université, elle est prof d'économie en université, et bien elle fait, elle tape, elle s'est acheté des gants de boxe, elle tape le soir pour se défouler. Donc, elle a remplacé des envies de manger par je mets des coups, en fait. Si c'est peut-être pas les coups qu'elle a mis à ses élèves, qu'elle aurait voulu mettre à ses élèves.
dans sa journée, quoi. C'est ça le truc. Quand tu dis je mange ma colère, en fait, je me vois très bien faire ça. C'est-à-dire que oui, t'es énervé et c'est le moment où il faut pas manger parce que du coup, enfin, j'avale tout rond ou c'est pas des bons moments de qualité et du coup, tu le ressens un petit peu dans la digestion. On a Véronique Dufour, Véronique qui nous a rejoint. Merci. Salut Véronique. Bonsoir Véronique. Alors, si je mange uniquement quand j'ai faim, j'en arrive à ce qu'on appelle le régime intermittent. Mais si j'ai trop faim et pas eu le temps de préparer un bon repas sain, je mange mal et trop. Du coup, ne vaut-il pas mieux quand même manger à un certain rythme? Je rajoute, la méditation guidée est facile et on n'est pas tout seul, la voix nous accompagne. Donc voilà, Ouais, c'est bien ça. Ouais, méditation guidée, 100% pour. Super, ça c'est super Véronique. Sur les histoires de jeûne intermittent, de manger intermittent, en fait, il faut comprendre que la faim, au départ, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc, c'était assez simple. On avait un peu faim, on se promenait, on prenait des baies, on mangeait des baies, puis ça calait la faim pour un moment. Maintenant, on essaie de s'imposer des espèces de repas où il faudrait faire entrée, plat, dessert, où s'apporter une portion de légumes, une portion de protéines, je sais pas, un morceau de pain, des choses comme ça. Alors qu'en fait, on peut libérer complètement sa manière de manger. Je peux avoir une petite faim qui va être, par exemple, manger un avocat, et c'est mon repas, en fait. Et puis, je peux avoir une grosse faim qui, quand il faisait -5 à Paris avec du -10 de ressenti, ben, tu te dis, tu vas pas te caler avec un avocat, parce que si tu as passé ta journée quand même à sortir un peu, tu avais très froid. Donc là, tu vas manger quelque chose de plus consistant. Donc en fait, je ne sais pas si Véronique était là au début, mais le sujet, c'est plutôt de me dire, je dois suivre des prérogatives qui seraient attendre tant d'heures avant de manger ou me donner un rythme de je mange tant de fois par jour. Tel jour, je vais peut-être manger 3 fois dans ma journée, mais à chaque prise alimentaire, je vais manger vraiment ce qui me semble bon pour mon corps et je vais le sentir corporellement. Je sens que j'ai besoin de cet avocat, je mange et je me régale avec cet avocat. Ou je mange ma tartiflette. Ma femme est savoyarde, donc je connais bien les plats qui tiennent bien au ventre. Et je me régale avec ma portion de tartiflette parce que la saison s'y prête ou parce que mon besoin s'y prête. Mais c'est vraiment une manière de réapprendre à manger de manière instinctive. C'est vraiment ça que je prône auprès de mes clients. Et c'est surtout une manière de mieux connaître son corps. Et mon corps, chaque jour, il a des besoins différents. Selon mon activité, est-ce que j'ai fait quelque chose de plutôt intellectuel ou plutôt physique? Est-ce que j'ai bien dormi, mal dormi? Est-ce que j'ai fait de la musculation? Tu vois, tu disais, j'ai fait du sport, je peux faire du sport. Est-ce que j'ai fait vraiment un truc, du sport intensif? Ou au contraire, est-ce que j'étais au bord d'une piscine en plein mois de juillet? Je n'ai pas les mêmes besoins. Donc, plus j'apprends à m'écouter, plus je me fais confiance, et plus j'arrête de catégoriser les aliments. Ça, c'est une des choses que je cherche à faire le plus avec mes clients, c'est arrêter de catégoriser les aliments. Il n'y a pas d'aliment qui fait grossir, qui fait maigrir. C'est est-ce que j'en ai besoin? Si j'en ai besoin, je peux manger de la mousse au chocolat. Et comment je sais que j'en ai besoin? Je vais le sentir. Je vais sentir que c'est bon. Je vais sentir que je me régale avec. Et comment je sais que je n'en ai plus besoin? Ben, je vais sentir que ça m'apporte plus de plaisir, voire que ça devient écœurant. Et c'est, enfin, je pense, moi, je suis un grand fan de certaines céréales qui sont un petit peu plus sucrées que d'autres. Est-ce que tu parles, quand tu parles d'aliments, est-ce que tu parles de fruits, légumes et de viande brute ou est-ce que tu parles de plats retravaillés comme les céréales, les plats préparés que certains peuvent prendre ou d'autres choses comme les biscuits, etc. Je suis pour manger les aliments les plus simples, cuisiner de la manière la plus simple, de qualité. Et en fait, je me rends compte que plus tu prends des produits de base, de qualité, plus tu te régales avec. Ouais. Et plus tu vas détecter en fait les ersatz ou les produits un peu bidouillés, genre tu vois la boîte de cassoulet où on a mis des additifs avec les haricots ou enfin ce genre de trucs un peu bizarres quoi. Et du coup, moi il y a des aliments ou des plats que je ne mange absolument plus, mais pas parce que je me suis dit j'arrête de les manger, c'est parce que dès que si je commençais à en manger, je trouverais ça tellement ignoble, tellement immangeable que je peux pas le manger. Ouais, Comme les grandes marques de fast-food. Je croque dans un burger des grandes marques connues de fast-food, je le recrache immédiatement parce que ça me débecte. Je peux pas manger ça, quoi.
Donc, ce n'est pas une démarche volontaire, c'est vraiment comme la plupart des sodas très connus, je ne les citerai pas, dont le leader mondial, pareil, ça passe plus. Au bout d'un moment, en fait, ton corps, il te dit, mais ça, tu vas pas me donner ça, t'es fou, c'est dégueulasse, quoi. Ouais. Le truc Là où j'habite, sur Londres, on appelle ça what the fuck. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est ça le truc. WTF. Donc, plus tu apprends ça, plus après, ça devient simple, en fait. Et parallèlement à ça, tu vois, je te disais tout à l'heure avant de nous connecter, enfin d'être en direct, hier soir, je me suis fait du chou rouge cru avec un filet d'huile d'olive et je me suis régalé. Et ça a été mon repas. Ouais. J'ai pu rajouter un peu de houmous avec. Voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que j'avais lu un livre d'un homéopathe ou d'un médecin, je crois qu'il était homéopathe, il y a quelques années, où il prônait de manger naturellement et d'avoir à sa disposition énormément d'aliments, des noix, du poulet, du porc, etc. Et il disait, si à la base tu n'aimes pas l'odeur de la viande crue ou si tu n'aimes pas le goût du lait, alors du coup, c'est pas la peine d'essayer de manger les produits dérivés qui sont le fromage, etc. Et ensuite, il disait, si tu as sur cette table tous les aliments que tu aimes manger, tu regardes aujourd'hui, j'ai envie de manger des carottes, j'ai envie de manger ceci, j'ai envie de manger ça, et ça va permettre, comme tu disais tout à l'heure, de réguler ton appétit parce que le corps, c'est exactement ce qu'il a besoin. C'est exactement ça. En fait, c'est la sophistication du corps qui est quand même une machine qui est le fruit de l'évolution. Et tous les animaux dans la nature, en fait, il n'y a pas un animal dans la nature qui sait... le lion ne sait pas ce que contient l'antilope quand il mange de l'antilope. Il se dit pas, tiens, il y a du fer, tiens, il y a telle vitamine, tiens, non, lui, il mange de l'antilope et puis il est content de manger des antilopes. C'est simple que ça. Et là, c'est pareil, c'est ce que tu dis, à un instant T. Alors nous, on est omnivores, bien que moi, depuis que je me suis quand même beaucoup intéressé à l'alimentation instinctive et à cette écoute, j'ai dû réduire mes portions de viande. Je sais pas, de 90-95%. Je mange 95% de viande de moins par rapport à il y a 10 ans. Et quand tu dis 95%, c'est-à-dire qu'une fois par semaine ou une fois par mois, tu te fais un steak ou même pas? Viande rouge, je crois, ça doit faire 3 mois que je n'ai pas mangé une seule viande rouge. Donc c'est plus du poulet ou du porc ou des choses comme ça? Ouais, c'est très très rare en ce moment. Okay. Et même du poulet, je peux même pas manger un filet de poulet entier. Mais à côté de ça, je mange beaucoup mais je suis pas devenu végétarien disant je suis végétarien, je m'interdis la viande. C'est vraiment comme je dis, le naturopathe. J'ouvre mon frigo, il y a un certain nombre d'aliments que j'achète de manière récurrente et j'en fais mon alimentation. Donc c'est frais que du coup, je vais de moins en moins à la boucherie. Enfin, le boucher me voit pas. Ouais, okay. Par contre, je mange beaucoup notamment le matin, je mange pas mal de beurre de cacahuète sur du pain. Je suis fan du beurre de cacahuète moi aussi. Et c'est une excellente source de protéines et d'acides gras. Et ça, comme je dis souvent, ça nourrit son homme. Ouais, et les amandes aussi. J'adore les amandes. Amandes, les noix, cajou, etc. Tous les noix, ça, c'est très, très riche. Et tu parlais de ton frigo tout à l'heure, tu parlais du chou rouge. Qu'est-ce qu'il y a dans ton frigo que tu achètes de manière récurrente? Alors moi, j'ai un truc très simple, c'est j'ai un abonnement à un panier de producteurs du Val-de-Loire. Ah, ok. Donc, ça s'appelle les paniers du Val-de-Loire pour qui veut s'intéresser à... Mais bon, c'est l'équivalent des AMAP, en fait, du système des AMAP, où tu t'abonnes à l'année et toutes les semaines, tu as un panier de légumes de saison, bio, de producteurs locaux. Donc, j'ai ça. Donc, du coup, tu n'as pas le choix. Hein. Tu as des courges, tu as du chou rouge, donc tu ne vas pas le laisser pourrir, donc tu le manges. Ouais. Et donc, ça te challenge un peu à tiens, comment je vais cuisiner ces courges-là, comment je vais faire ça. Après, qu'est-ce que j'ai de récurrent? Du pain complet. Je varie tout style de pain. Pain de seigle, pain d'épeautre, petit épeautre, pain graine, pain de céréales. Enfin, je varie plein de... T'évites la farine blanche ou pas vraiment? Ouais, mais en fait, sans m'en rendre compte.
Tu Oui, préfères c'est de juste. la bonne baguette bien craquante, pourquoi pas, mais je ne vais pas en acheter, à vrai Hmm. dire. Et tout ce qui est produits laitiers, yaourt, fromage, tout ça, tu en manges aussi ou... Beaucoup chèvre et brebis. Hmm. Et pareil, c'est marrant parce qu'en fait, de fil en aiguille, j'ai acheté un peu de chèvre, un peu de brebis, et je me suis rendu compte, et des yaourts de vache, et je me suis rendu compte que ceux qui restaient dans le frigo au fil des semaines, bah, c'était des yaourts de vache. Donc j'ai arrêté d'en acheter et je me suis concentré sur des yaourts de chèvre. Ah, c'est intéressant. Là, ça s'est vraiment fait Ouais, les de manière comportements. empirique. Ouais. Et c'est ce que je prône. En fait, je prône à chacun de faire une démarche empirique de mais qu'est-ce qui me va à moi? Hmm. On parle des intolérances au lactose, au gluten, ok. Mais au lieu de se déclarer totalement intolérant, sauf si c'est vraiment le cas, hein, il y a vraiment des personnes qui sont complètement intolérantes et ça se comprend. Donc là, Hmm. faut, faut régler la question. Mais autrement, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que j'aime en général? Qu'est-ce qui vraiment me fait plaisir? Fromage blanc, lait de brebis, super, je prends. Et tu disais tout à l'heure, tes légumes, tu cherches comment les cuisiner. Est-ce que tu as des sites où tu vas regarder ou est-ce que c'est des livres ou est-ce que tu mets pas trop de graisse, pas trop de choses comme ça ou est-ce que c'est vraiment, encore une fois, au travers de tes envies? Ouais. Mais ça, tu vois, pareil, le pas trop de graisse, moi j'ai envie de dire, s'il y avait un ennemi numéro un, c'est pas tant la graisse, c'est le sucre. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ça, Je c'est... suis plus donc après non non bah, pas trop de graisse. Moi je fais des tartines de beurre. Je fais des pommes de terre à l'ancienne. C'est rissolé à l'huile et c'est caramélisé au beurre. Hmm. Sauf que je ne mange pas ça. J'en mange pas 5 jours d'affilée. Je fais ça de temps en temps. Mais c'est-à-dire que moi je fais C'est un des choses qui ont plaisir. du goût. Ouais, Ah, je voilà. fais des choses qui ont du goût. Et ce qui va faire la différence, qui va faire qu'on ne prend pas de poids, c'est la quantité. C'est pas tant je mets pas de graisse ou j'en mets pas. C'est si je fais des pommes de terre à l'ancienne qui sont vraiment bien caramélisées au beurre avec de l'échalote, enfin ça c'est super bon. Et ben je vais en manger la quantité qui me va. Hmm. Je crois que c'était un journaliste américain ou anglais ou un cuisinier qui disait, si tu veux perdre du poids et que tu veux manger plein de gâteaux, bah, tu vas déjà les cuisiner. C'est ça. Tu n'achètes pas ce que tu vas manger, tu vas les cuisiner. Et ensuite, ça va changer ta façon de manger. Donc, je sais pas, j'ai pas trop suivi, mais ça m'a fait penser à ça, Après ce que tu tu peux disais. acheter des gâteaux, tu peux acheter des plats préparés. Soit il y a quand même au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y a vraiment des plats préparés qui sont dégueulasses quoi, qui sont il y a Ouais, pas de non, goût, ça il y a c'est rien sûr. en fait. Tu te rends compte que en termes de texture, en termes de matières premières, de vrais aliments, tu achètes je sais pas, du parmentier de canard en préparé. Tu vas te rendre compte que le canard est pas bon, que la pomme de terre elle a pas de goût, enfin c'est pas bon quoi. Ouais. Il y avait sur YouTube, il y a une chaîne qui est très connue, qui commence à prendre pas mal de place, qui s'appelle Tinkerview, et Ah ouais, je l'ai ils ont regardé. interviewé un ingénieur agronome, Ouais, je l'ai Brusset vu. ou quelque chose comme ça. C'est Ouais, je l'ai vu. 3 heures et bon, Ouais, je lui, l'ai vu il va au l'interview. rayon frais, il va dans les viandes et c'est tout, quoi. Il touche à rien d'autre. Et c'est un Ouais, mec qui est à l'intérieur, donc ça veut bien dire quelque chose. c'est évident. Ouais, il sait ce qu'ils mettent dans les dans les Ouais, barquettes. non, voilà, c'est voilà. Le métabolisme change avec l'âge chez la femme et l'homme. Cela peut aussi rentrer en ligne de compte dans la difficulté à maintenir la ligne. Des conseils à ce sujet? Ouais. Eh ben, c'est très simple en fait. Effectivement, on peut pas manger à 50 ans comme à 15 ans. Je sais Hmm. pas si tu te rappelles toi ce que tu mangeais à 15 ans. Moi, je me rappelle. Ouais, c'est énorme. C'était énorme. Je me rappelle à la Bizarre. cantine avec mes copains, on se battait pour avoir le wrap de riz ou le wrap de frites. C'était la guerre. C'était pas les selfs, c'était vraiment la dame qui passait avec le chariot qui te servait les frites et Ouais. tout. Et on se tapait dessus limite pour avoir le wrap de frites. Et oui, le métabolisme change. Et parce que le métabolisme change, l'appétit change. Et si je réapprends à écouter mon appétit, si à nouveau je reviens à la faim, si j'apprends à écouter ma faim, je me rends compte que bien sûr, quand j'aurai 60 ans, 70 ans, j'aurai moins faim que quand j'avais même 20 ans, 30 ans. Et si je réduis mes quantités, ben, je pourrais toujours continuer à manger des bons plats, des bonnes choses, mais en moindre quantité. Hmm. Ouais. J'ai envie de dire, c'est aussi simple que ça. Sur le papier, c'est simple. Après, ce qui est Hmm. difficile, c'est tout le rapport avec la nourriture qu'on peut avoir, la gourmandise. Et là, on passe sur d'autres choses. On va passer sur des mémoires inconscientes, sur des transmissions culturelles, familiales, etc. Donc ça aussi, je les aborde après avec.
Ça me rappelle mon oncle qui avait perdu énormément de poids. Et je suis allé le voir et j'ai fait mais comment est-ce que tu as fait pour perdre autant de poids? Et il m'a regardé puis il a répondu je mange moins. Ouais, ouais. Et là, je me suis dit, il y a des gens qui dépensent des milliers d'argent, des milliers d'euros pour se faire entendre, il faut manger moins. C'est quand même c'est assez rigolo. Après, il faut bien avoir conscience que parfois, ton oncle, dans son exemple, il était peut-être lui prêt à se dire je mange moins et il avait trouvé les ressources en Ouais, lui-même pour réussir à le faire. J'ai fait tout à l'heure une séance avec une dame qui fait 170 kilos, qui fait 1m70, 170 kilos. Je peux pas lui dire, ben, madame, en fait, c'est très simple, il va falloir manger moins. ouais, Ça va pas non, parce marcher. que là, c'est un. Parce qu'il y a un gros passif, il y a des traumas, il y a des choses très, très profondes qui ont fait qu'elle a pris du poids au fil des années. Hmm, Donc là, il y a des dimensions culturelles, émotionnelles, psychologiques à prendre en compte. ouais, Et ça, je les aborde en privé, parce que là, on touche à des sujets intimes, on touche à des états psychologiques où la nourriture, en fait, devient l'antidépresseur. La ouais, nourriture, c'est un antidépresseur en vente libre. hmm, Tu n'as pas besoin ouais. d'ordonnance, hein. Tu vas à la supérette, tu prends ce que tu veux. Et c'est là où l'idée de changer de mode de vie prend tout son sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment changer sa façon de penser. Et Absolument. pour Voilà. changer son mode de vie, il faut vraiment changer la façon dont on est connecté au niveau du cerveau, quoi. Ouais. Ouais. Bah, c'est super parce que tu t'abordes en fait le sujet clé. Je vais prendre la citation d'Einstein qui dit aucun problème ne peut être résolu sans élever le niveau de conscience au-dessus de ce qu'il a engendré. Ouais. C'est-à-dire que si je veux résoudre mon problème de poids, c'est pas une histoire de poids en fait. Je dois pas regarder comment je mange, je dois regarder comment je vis. Ouais, comment je vis. Et je dois regarder comment je me considère en termes d'amour de moi-même, d'estime de moi-même, de conscience de moi-même. Et là, je peux commencer à dépasser mon problème de poids, Hmm. qui n'est en fait qu'un problème dans le gros problème. Tout est Mais c'est lié. juste un pouillème, quoi. Hmm. Ouais, je vois bien, moi j'ai quitté mon dernier emploi l'année dernière et je reste à la maison. Bon, on est confiné en Angleterre depuis un an on and off, mais depuis janvier, de 8 janvier je crois, on ne bouge pas jusqu'au 8 mars je pense. Et ben, j'ai perdu du poids. Alors que je vais marcher une fois par jour, je fais moins de pas que ce que je faisais quand j'allais au travail. Donc je prenais le train, je marchais pendant 20 minutes, etc. Je n'ai pas l'impression que je mange mieux ou moins. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a changé parce que je suis beaucoup moins stressé et du coup, je crois que ça aide parce que, mis à part manger un petit peu plus de légumes dans mes journées, j'ai pas vraiment changé grand-chose. C'est horrible pour moi de commencer d'essayer de boire régulièrement. J'ai tendance à oublier de boire. Donc voilà, j'arrive pas à le boire. Mais sinon, voilà. Et je me suis dit, oui, ça doit être certainement ce qui se passe en termes de stress, qui évidemment, je suis un petit peu beaucoup moins stressé que ce que j'aurais pu être quand je travaillais dans mon job précédent. C'est intéressant ça. Après, de toute façon, par rapport au stress, il y a des personnes qui perdent beaucoup de poids quand elles sont stressées. Il y a des personnes qui prennent du poids quand elles sont stressées. On a des réactions psychosomatiques Ouais. différentes par rapport au stress. Et pareil pour les comportements alimentaires. Il y a des personnes, quand elles sont très stressées, vont complètement arrêter de manger. Et il y a des personnes, quand elles sont très stressées, vont boulotter du matin au soir. Donc ça, c'est propre à chacun. Je reviens je n'ai pas entièrement répondu à la question sur le métabolisme. Avec l'âge, effectivement, le métabolisme va diminuer, c'est-à-dire ce qu'on appelle le métabolisme basal, c'est-à-dire le nombre de calories dont on a besoin par jour pour simplement faire que son corps reste en vie, avoir le cœur qui bat, respirer et rester à 37 degrés, et renouveler les cellules qui meurent chaque jour dans notre corps. Ça diminue forcément avec l'âge, mais il y a quand même l'activité qui fait que. Et quand je dis activité, je ne pense pas que au cliché du sport, hein. Je pense à avoir une vie active, une vie engagée, une vie où on fait des choses. Et le fait, je ne sais pas, d'être impliqué dans une association, le fait d'aider sa voisine à faire ses courses, le fait de faire plein de choses comme ça, eh bien, quelque part, ça contribue à avoir un métabolisme. Parce que le métabolisme, c'est et de l'action, mais c'est aussi des émotions. C'est une joie de vivre qui contribue au métabolisme. Et à contrario, plus je suis euh, dans une sorte de déclin émotionnel,
plus je décline aussi physiquement, etc., etc. C'est pour ça que tu vas dans les EHPAD, la plupart des choses à faire, c'est déjà les petits vieux, il faut les faire marcher. Il faut les faire la promenade. Parce que s'ils ne marchent pas, les articulations, l'ensemble du corps va se scléroser, et puis voilà, les muscles vont s'atrophier. Donc on peut entretenir un bon métabolisme basal, même avec l'âge, simplement par de l'activité. Ouais. Mais de l'activité au sens faire des choses qui engagent le corps. Une marche dans la nature, etc. Une société de décorporer. Tu vois, on ne fait plus rien avec le corps. Ah, absolument. On est, surtout en ce moment, coincé derrière les écrans. On est dans surtout en Occident, où on a énormément de travaux dans les bureaux, etc. On est de moins en moins, on utilise de moins en moins nos corps, quoi. Et ça a des conséquences sur psychiques et physiques, absolument. C'est exactement ça. Moi, on en parlait, moi, je suis originaire de l'Allier. Et moi, j'ai toujours vu mes grands-parents gratter la terre, mais genre courber, plier en deux, chercher des seaux d'eau, tailler les rosiers. J'ai un grand-père qui avait un peu de vigne, tailler la vigne. J'ai un oncle, je le voyais bêcher tout le temps. Et, je veux dire, tu bêches, tu bêches 10 mètres carrés sur 10 mètres carrés, 100 mètres carrés de terre. Je peux dire que moi, quand je le faisais, j'avais les mains calleuses. Hein. Ouais. Donc, faire des choses comme ça, on n'a pas tous un jardin, on n'a pas tous, mais on peut faire des choses, quoi. Faut revivre dans son corps. Ouais, absolument. Ça fait du bien, ça fait un bien fou. Je ne sais pas si tu voulais couvrir autre chose au niveau des adultes, mais quand j'avais discuté avec toi. Ouais, est-ce qu'il y a des questions ou des sujets qui sont abordés? Non, Véronique a posé toutes les questions. Je voulais savoir si on pouvait passer sur les enfants en tant que parents. Quels sont les conseils, les challenges avec j'aime pas les légumes, je veux pas manger ci, je veux pas manger ça, les bonbons, etc. Est-ce que tu as des recommandations, des choses à dire là-dessus? Ouais. Alors, déjà, donc au tout début, je te parlais du bébé. Le bébé, c'est simple. Le bébé, lui, il sait. Le bébé, il a faim, il pleure, on lui donne le sein, on lui donne le biberon, il prend ce dont il a besoin. Il ne se pose pas la question, le bébé, est-ce que je dois faire 3 tétés par jour, 4 tétés par jour, 5 tétés par jour, 6 tétés par jour? Il s'en fout complètement, le bébé. On est d'accord? Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bébé obèse. Ça n'existe pas. Donc pourquoi il n'y a pas de bébé obèse et pourquoi on pourrait être obèse à 30 ans ou à 40 ans? C'est bien que au départ, on est tous, sauf vraiment gros problème génétique, mais maladie extrêmement grave, mais c'est vraiment très très rare. Mais la plupart pour la majeure partie des personnes, la prise de poids, elle est due à un dérèglement qui est lié à des problèmes psycho-émotionnels, culturels et sociétaux. C'est toujours un mélange de tout ça, c'est multicausal le surpoids. Au départ, je suis un bébé. Donc, je suis un bébé et je sais gérer mes apports caloriques. Puis vient la diversification. Papa et maman vont m'initier à goûter des carottes, une multitude de choses, et je vais apprendre des saveurs et des apports en nutriments. Et là, mon cerveau, il va commencer à faire un truc génial, c'est qu'il va commencer à assimiler des goûts, des odeurs, et des apports et des textures et des apports en nutriments. C'est-à-dire que l'enfant, on va lui donner un petit peu de carottes, il va goûter. S'il a besoin de carottes, il va dire c'est bon ça, il va le manger. Et son cerveau, il va retenir ça s'appelle carotte, c'est orange, ça a cette odeur-là, ça a ce goût-là, et ça apporte tel nutriment pour le corps. Il fait tout ça, c'est un véritable ordinateur. Tant et si bien que quand le corps aura besoin des nutriments contenus dans les carottes, inconsciemment, on dira j'ai envie de carottes. Là, j'ai pris l'exemple des carottes, mais ça marche pour les pâtes, ça marche pour le poisson, ça marche pour les haricots verts, ça marche pour tout ce que tu veux. Ça marche pour les biscuits. Donc, les parents, ils vont avoir 2 rôles. Ils vont avoir le rôle d'initiateur. J'initie mon enfant à goûter une multitude d'aliments qui seront sa palette, qui vont lui permettre de s'alimenter dans sa vie plus tard. Et je vais aussi avoir un rôle quand même de guide et de garde-fou. Garde-fou à une chose qui est le plaisir. Notamment le plaisir au sucré, qui peut, quand on est enfant et si on est trop exposé au sucre, créer de l'addiction.
parce que c'est une saveur, le sucré, qui quand même est un piège, notamment quand on est en apprentissage de l'alimentation. Mais une fois qu'on a compris ça, après, ça va être en fait une sorte de travail d'équipe, parent-enfant, où l'enfant dit bah tiens, j'ai faim, normal, on lui donne à manger, ou on lui dit tiens, qu'est-ce que tu aimerais plutôt manger? Et il va dire j'ai plutôt envie de pâtes, ou j'ai plutôt envie de carottes, ou j'ai plutôt envie de ceci, et on lui cuisine ça, et il va le manger. Et la fois d'après, il aura envie d'autre chose, et la fois d'après, il aura envie d'autre chose. Ouais. Au bout d'un moment, on rentre dans un roulement où l'enfant en fait s'auto-équilibre avec ses envies. Tu vois Je vois ce que tu veux dire, ouais. collaboratif. En fait, on fait appel à l'intelligence du corps de l'enfant pour aussi contribuer et devenir quelque part participer à. Ouais. D'où aussi l'intérêt de cuisiner avec ses enfants, parce que c'est sympa, quoi. Moi, j'ai un fils, il a 10 ans, et depuis un petit moment, là, c'est des pâtes au fromage. Et si, si je lui demande ce qu'il veut manger, il fait papa, tu sais bien que je veux des pâtes au fromage. Bon, on va manger autre chose. Alors, ouais, je sais pas si je laisse comme ça et je lui donne des pâtes au fromage tous les jours, ou alors est-ce que j'essaie de cuisiner des légumes tous les jours, donc haricots verts en ce moment. Et je le pousse un peu à manger alors qu'il n'est pas grand fan, mais je me sens un petit peu mieux en me disant, bon, au moins il mange des légumes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Alors, si il réclame des pâtes au fromage, c'est pas pour t'embêter. C'est qu'il a vraiment besoin de pâtes au fromage. Ça, c'est une première chose à comprendre. C'est que les enfants, ils ne nous disent pas je sais pas, c'est qu'ils ont vraiment besoin. Et on parle quand même de pâtes et on parle de fromage. Donc, c'est quand même deux aliments nourrissants. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en train de parler de verres de soda ou de trucs qui sont pauvres en calories. Non, ça, il n'y en a pas à la maison. Et dedans, tu trouves de quoi vivre toute ta vie, en fait. Maintenant, si à côté, tu as un petit peu de légumes et que lui, il te voit en manger, il y a des fois, quand il va vraiment en avoir besoin, il va t'en demander. Mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Ok. Au sens de, tu donnes des idées, mais c'est lui, quelque part, qui dispose et qui... parce qu'en fait, quand on est enfant, on n'a pas tellement besoin, il y a des familles d'aliments dont on n'a pas besoin, voire qu'on n'aime pas du tout. Exemple, les champignons. Ouais, il y a des enfants qui détestent les champignons. Ouais. Ma fille, c'est impossible de lui faire manger le moindre champignon. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a des âges où on n'est pas prêt pour découvrir telle saveur. Il y avait aussi cette idée d'instinct, c'est-à-dire que les gamins ne touchent pas aux légumes ou notamment aux champignons, parce que dans la nature, ça pourrait être potentiellement dangereux. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien, si c'est vraiment quelque chose, mais je l'avais vu quelque part. Je ne sais pas si c'est lié. Mais... En fait, c'est possible qu'il y ait ça, mais la démarche à faire quand on est parent, c'est de faire goûter et voir comment ça réagit. Si l'enfant il fait la grimace, en fait, c'est qu'à ce moment-là, il n'en a pas besoin. Okay. C'est pas qu'il aime pas, c'est pas un j'aime pas définitif, c'est là j'en ai pas besoin. Comme toi d'ailleurs, ou comme moi, comme n'importe qui, on peut avoir son plat préféré ou un plat qu'on adore, mais c'est pas pour autant qu'on adore un plat et qu'on va en manger matin, midi et soir pendant des semaines et des semaines, parce qu'au à un moment donné, ça serait insupportable. Oui, absolument. Donc là, en ce moment, ton fils, il est sur pâte au fromage, mais tu vas peut-être te rendre compte qu'en mars, il va basculer sur autre chose. Qu'en avril, il y a un autre truc qui va l'intéresser et ça va lui plaire, et qu'au bout d'un moment, il va élargir sa palette. Je vois ce que tu veux dire. Et dernière chose aussi, on a une image, on a une croyance que pour bien manger, il faut manger très, très varié. Mais en fait, l'histoire de l'humanité, souvent, on a survécu en mangeant quoi? Des pommes de terre, du pain, un peu de légumes et un peu de lard, quoi. Ça a été ça, l'humanité. Tu vois, toi, tu me disais, tu es du Doubs. Tu trouvais pas forcément tous les super légumes en plein hiver dans le Doubs en 1890, quoi. Non. Les gens ils survivaient avec du fromage, un peu de salaison et du pain, quoi. La saucisse de Morteau et du Comté, je te dis ça c'est sûr. Oui, c'est ça. Pourquoi on a inventé le fromage et enfin pourquoi on a fait fermenter du lait pour faire du fromage et pourquoi on a fait des salaisons? C'est pour conserver la nourriture pour l'hiver. Oui, absolument. Pour avoir des vivres pour tenir les hivers rugueux de ton pays. Cette époque-là, de ton pays. Oui. Une autre chose, tu disais que c'était la
la sensibilité au sucre. Et moi, personnellement, à la maison, il n'y a pas un soda. Enfin, le coca, c'est bien simple. S'il y a une bouteille de 2 litres qui arrive dans une soirée parce qu'il y a du coca, tu vois, du whisky coca ou un truc comme ça dans les soirées, quand on avait le droit, évidemment. Le lendemain, la bouteille de coca, je la mets dans l'évier, quoi. Moi aussi, pour moi, c'est du poison. Enfin, c'est bien de temps en temps, mais vraiment, ça passe pas. Par contre, là où le problème où potentiellement il peut y avoir un problème, c'est comme tu disais, c'est les desserts. Où là, par exemple, hier soir, il a eu je sais pas si tu connais, si tu as vécu en Angleterre, ça s'appelle Spotted Dick. Ou non, c'était pas ça, c'était un sticky toffee pudding. Donc c'est le truc, c'est très compact, c'est avec du caramel autour, c'est super bon, ça descend très très bien. Et après, il a pris des biscuits. Et là, je fais non, ça suffit. Et c'est là où je sais pas s'il est, tu vois, c'est-à-dire que c'est devenu une habitude. Les soirs avant d'aller se coucher, il prend son verre de lait, il prend son petit son rush de sucre et puis il va se coucher. Et là, je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Tu peux pas, enfin, c'est une habitude, tu vois, qu'il a prise. Est-ce que, comme tu disais tout à l'heure, ça peut pas se transformer en addiction sur tous les soirs, quoi. Bon, après, il se brosse les dents, etc. J'ai envie de dire, si c'est tous les soirs, la réponse est dans la question, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. T'as ta réponse. Je parle à sa maman. Ouais, c'est le piège. Hein. De toute façon, quel est le piège? C'est que la publicité et le marketing pointent les enfants et que après, nous parents, on est devant le fait de responsabilité de dire il va m'incomber de dire non, quoi. Il m'a incombé de dire non, ou en tout cas de jouer justement le fameux garde-fou à ce principe de plaisir. J'ai trouvé un truc qui est super bon, qui m'envoie un shoot de plaisir. Quel que soit le nom du biscuit, je l'ai raté, le nom ou du bonbon, mais c'est du shoot de plaisir. C'est vraiment du shoot intense. Sauf que plus je me shoot avec ce truc, je shoot, c'est un mot un peu fort, mais plus je répète l'opération, moins elle fait son effet, plus il en faut, et plus ça crée le phénomène accoutumance-dépendance. C'est pas vraiment faux ce que tu dis, le shoot, parce que le sucre touche les mêmes endroits du cerveau que l'héroïne. Ouais, complètement. C'est de la drogue, c'est une drogue. Surtout, il y a vraiment des bonbons, pour moi en avoir goûté certains, notamment je sais pas si tu vois les nounours en gomme, tu sais, les espèces de nounours enrobés de chocolat, c'est de la guimauve en fait, c'est comme et c'est enrobé. Et j'avais oublié ce truc-là, je mangeais ça quand j'étais gosse, mais là j'en ai regoûté, mais c'est une horreur ce truc, c'est bourré de sucre. Et moi, je mange la tête du nounours, je suis déjà écœuré, quoi, je mange pas le corps. Donc, non, c'est très puissant. Quand tu regardes la composition, tu vois, c'est 40 à 50% de sucre sur le bonbon, quoi. Ouais. Si c'est pas plus. Donc, et c'est là où effectivement les sodas, les crèmes, toutes les crèmes à base de sucre, c'est là où on doit jouer un rôle de garde-fou et orienter vers des trucs plus soft. Vraiment, l'ennemi public numéro 1, de toute façon, pour le surpoids et en fait, créer déjà un terreau pour le surpoids plus tard, c'est le sucre. Ouais, non, et même le goût sucré. Parce que même si tu prends du soda zéro, aspartame, ou en tout cas, cette espèce d'habitude au goût sucré, qui est maintenant très ancré et qu'on voit beaucoup dans la culture américaine, c'est une horreur parce qu'en fait, le cerveau, il est complètement déboussolé. Il a du goût sucré, mais il n'a pas eu les calories du sucre. Donc, finalement, après, il va aller chercher les calories du sucre en mangeant plus. Ça dérégule complètement le système neuro-hormonal de faim et de satiété. Ouais, et moi, ça me donne mal à la tête. C'est tout ça. Exactement. Ouais, non, c'est pire. En plus, quand tu sais que c'est moins cher que de l'eau, tu te dis, mais comment ils font? Ça montre que oui, ça doit. Ouais, c'est 30 morceaux de sucre, je pense, dans une bouteille. Enfin, c'est des trucs ridicules. Ça doit vraiment être considéré comme une friandise. Ça porte bien son nom. Ça doit vraiment être à traiter à l'exceptionnel. En tout cas, tout particulièrement les bonbons et les bonbons très sucrés. Et après, il peut y avoir des trucs plus sympas, quoi, un yaourt avec un peu de confiture, des trucs alternatifs. Ouais. C'est vrai que j'aime bien la confiture le matin. Je fais attention, mais je suis très bagel, comme tu disais. Beurre de cacahuète
Et puis, il y a un petit peu de confiture sur le dessus. Ça me fait c'est un bagel, c'est bien, ça passe. Mais je sens que plus de confiture, oui, ça pourrait être. Parce que tu sais quoi, c'est 40%, 50-60% de sucre, les confitures. Ouais, ça, c'est le grand piège aussi de tout ce qui est marketé comme il y a du fruit. Ouais, ok, il y a du fruit. Il y a 3 tonnes de Ça, sucre dedans. il y a 50% fruit, 50% sucre. Mais quand tu sais déjà que le fruit, il y a du sucre naturellement dans le fruit, ce qui est normal, Ouais. et qu'en plus, tu mets 50% de sucre, ça veut dire que ton produit, en fait, c'est 80% de sucre. Donc, tu es en train de manger du sucre à la cuillère, quoi. Ouais. Ou tu mets du sucre sur du pain, grosso modo. Alors oui, ça a le goût de fruit, mais en fait, c'est du sucre que tu manges. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand je dis Je préfère des fois mettre du miel. Je me dis que c'est peut-être un petit peu mieux en termes. Encore une fois, du miel d'Europe parce que le miel qui est hors Europe, en général, ça vient de Chine et c'est du sucre, du pur sucre qui a été retravaillé. Donc, ouais, du sirop de glucose, des trucs voilà. comme ça. Ouais, ils sont forts. Ça s'appelle du glucose de maïs, des trucs, des extraits de comment faire du sucre à base de maïs, quoi, du sirop de maïs. Ouais. Ah, bon, bref. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Fabrice. On arrive déjà à 53 minutes qu'on est en train de discuter. Je pense qu'on va peut-être des conclure. remarques sur le chat ou des. On a Véronique qui est toujours avec nous. Merci de rester avec nous, Véronique. Pour les sodas, idem pour moi. Donc oui, effectivement, à dégager. C'est plus facile comme règle comme ça. Et ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt de lutter contre, c'est d'aller pour, et c'est d'initier les enfants à des infusions. Les infusions, ouais. C'est-à-dire que plutôt que de dire non, je t'interdis de boire du soda, enfin moi personnellement, ma fille, il n'y a pas de coca à la maison, il y a pas, j'achète de l'orangina de temps en temps parce que voilà, pour les moments. Nostalgie. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est un moment, et surtout, ça correspond à un moment festif ou ça correspond à un moment exceptionnel. C'est pas, c'est pas la boisson de tous les jours. La boisson de tous les jours, ça s'appelle H2O. Voilà, c'est ça. C'est de l'eau. Du robinet ou ça sort de la bouteille. Et à côté de ça, on peut aussi initier à boire du thé déthéiné, du rooibos, du maté, de la verveine, de la camomille, d'initier les enfants à des infusions, des tisanes. Rooibos, je connais pas rooibos. Ouais, le rooibos, c'est d'Amérique latine. Ah, ok. Je crois. Maté aussi. Jamais goûté, je connais. Mais le maté, les gosses, j'ai pas dit qu'ils adhèrent parce que c'est quand même un peu amer. Pas forcément dans les goûts. Mais très simplement, un peu de verveine menthe, une infusion verveine menthe, ma fille, elle aime bien. Il y a aussi les thés au caramel, thé caramel. Ouais, voilà. C'est des trucs un peu comme ça. Véronique ajoute, pour les enfants, mes 2 garçons ont maintenant 26 et 28 ans et sont devenus de grands attentifs à la bonne nourriture saine et équilibrée. Quand ils étaient petits, c'était la galère contre les crasses sucrées. Aujourd'hui, je suis scotché de voir le changement chez eux, donc je rejoins Fabrice, il faut proposer, ça viendra plus tard. Exactement. Très intéressant en tout cas, merci à vous deux, Fruits Rouges. Ouais, merci Véronique, merci Véronique. Mais c'est exactement ça, mais les enfants, dès lors qu'ils commencent à sentir l'écart, la différence entre ça c'est bon et ça c'est pas bon, ça a du goût, il se passe des choses dans la bouche quand je croque là-dedans, tu vois, un peu les initier, être gourmets, à distinguer ce qui est du bon bacon, du mauvais bacon, de manger, je sais pas, du bon pain qui croustille versus du truc complètement flasque. L'enfant, au bout d'un moment, il va avoir des goûts de luxe, hein, et tant mieux. Ouais, moi, une de mes plus grandes fiertés, c'est que ma fille, elle me dit, on va manger au resto qui est super sympa, qui fait de la bistronomie, ou voilà, où quand tu manges du burger, c'est un vrai burger, mais elle ne me réclame pas du tout d'aller dans les fast-foods. De toute façon, c'est mon d'office, donc moi, c'est réglé. Mais c'est terminé, quoi. Et après, en fait, ça devient des personnes exigeantes et qui auront envie, en fait, qui auront envie de se faire plaisir, avec un plaisir simple. Ouais, absolument. C'est cool. Je voulais conclure. Je pose quelques questions pour conclure. Et la première, c'était est-ce que tu as des conseils? Bon, non, enfin, mon groupe c'est pour les pères, mais on a aussi des femmes qui nous écoutent. Donc, pour les parents qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Un conseil? En fait, on en a déjà pas mal. Voilà, un conseil. Non, mais ce qu'a dit Véronique, c'était bien. Vraiment, c'est cette, comment dire, c'est cette initiation qui va faire que ça germe avec l'enfant.
C'est vraiment… on peut rééduquer, on peut avoir fait des conneries et se dire, ah tiens, finalement, j'avais trop cédé ou je voulais trop faire plaisir. Je croyais faire plaisir en accordant par exemple, plus de bonbons et peut-être en pas retirant le bonbon pour retirer le bonbon, mais en proposant autre chose. C'est toujours proposer du autre chose. Voilà. Si j'avais un conseil, c'est si on veut changer un comportement, mais ça c'est général d'ailleurs en thérapie comportementale, on va pas retirer ça. Pour l'instant, on va le garder. On va essayer d'un peu le réduire, mais surtout, on va proposer autre chose, du mieux, du différent qui implique l'autre. Donc, l'enfant qui était habitué, je sais pas, là, ton truc… Sticky toffee pudding. Voilà, sticky machin. Si de soir tu proposes une tisane ou si tu proposes autre chose ou si tu proposes une activité en lieu et place, au bout d'un moment, il va même plus y penser. Il n'y en aura plus chez toi, il n'y pensera plus. Ouais, en tout cas, il n'y aura plus avec papa, il y a sticky machin pudding. Je n'aurai pas le nom, c'est pas grave. Ouais, je te l'enverrai, c'est très très bon, mais tu fais ça une fois dans ta vie. Ça se substitue en fait, c'est-à-dire que neurobiologiquement, on déteste qu'on nous retire un plaisir. Et donc l'enfant, si je lui dis, à partir de maintenant, tu sais quoi, ça c'est terminé. Et l'enfant, il fait non, je veux mon machin, je veux mon truc. Donc alors, vraiment proposer quelque chose, une alternative. Voilà. Qui n'est pas forcément de la nourriture d'ailleurs, qui peut être… De toute façon, le cerveau, il est basique. Hein. Dès qu'on lui propose des plaisirs et qu'il dit, ouais, mais c'est vachement bien ça, mais c'est bon, hein, je prends, hein, je continue. C'est aussi simple que ça. Ma prochaine question, c'est est-ce que tu as des lectures ou peut-être une vidéo ou quelque chose à conseiller à ceux qui nous écoutent? Ouais. Alors en lecture, j'en ai, ça va me venir. Ça c'est la question Thinkerview, 3 livres à conseiller, c'est ça? Non, moi déjà très important, c'est sortir et sortir, bouger, aller dehors, aller dans les parcs. Faire des choses avec ses mains, parce que pour moi, on doit revenir au corps, on doit revenir à faire des choses, quoi. On doit prendre plus actif que l'on est. Faut prendre du soleil, faut prendre sa bouffée d'oxygène, faut bouger, quoi. Faut aller au parc, faut grimper aux arbres, enfin, faut faire que des trucs de année 1920, quoi. Enfin, c'est la vie à la campagne, quoi. Ouais. Tu ressors les Martines, quoi. Martine à la plage, Martine à la campagne, Martine. Ça doit être ça la vie. Non. Ouais. Parce que c'est là qu'on est bien. Ouais. Ça aide tout. Et moi qui vis en ville, je peux dire que qu'est-ce que j'ai plaisir à aller à la campagne. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce que j'ai Auvergne, ouais. Ou ailleurs. Et donc ça, après en livre, si, alors il y a un bouquin qui est bien pour les enfants, mais qui s'appelle l'anti-manuel, je ne sais plus le titre exact, je le retrouve, mais c'est l'anti-manuel d'éducation ou de parentalité d'Alison Gopnik. Ça, si tu veux chercher sur Google le titre exact. Ça me dit quelque chose, peut-être que… ça, c'est une super référence parce que ça montre… c'est une psychologue spécialisée dans l'éducation qui enseigne à… Je ne sais plus si c'est à Berkeley ou à Harvard, mais ça, c'est génial. Anti-manuel de parentalité ou d'éducation. En fait, qui explique quoi? Une chose très simple, c'est que tout comme chez les primates, l'enfant apprend pas ce que l'on dit, il apprend ce que l'on fait. Ouais. C'est basique, mais l'enfant ne fait que se positionner par que font papa et maman. Papa et maman se couchent tôt, je me couche tôt. C'est aussi simple que ça. Papa et maman se brossent les dents, je me brosse les dents. Papa et maman mangent des brocolis, même si je saurais que il faut des brocolis, les brocolis c'est bien dans la vie. Montrer l'exemple. Les enfants n'écoutent pas ce que tu dis, par contre, ils te regardent. Oui, ils ne font que ça. Donc en fait, on ne fait que apprendre par mimétisme. C'est les fameux neurones miroirs qui font qu'on apprenne et qui font qu'on… Pareil pour l'état psychologique. Si mon enfant est stressé, en fait, je dois m'interroger sur mon propre stress. Donc, quand on dit mon fils est ou ma fille est, je devrais surtout m'interroger, mais moi, je suis comment? Il faut toujours regarder ce que moi, je fais. Parce qu'en fait, mon fils, mon enfant, ma fille, ce n'est que mon miroir. S'il est comme ça, c'est que moi,
J'ai une part de C'est comme ça responsabilité. aussi. Ouais. Bah, en tout cas, qu'il en prend de moi, quoi. Donc, Absolument. et elle en parle beaucoup dans ce livre et c'est hyper intéressant. J'avais fait pas mal de recherches anthropologiques pour une série que j'ai fait avec Christelle autour du couple et de la sexualité. Et il parlait justement comme ça que euh, il y avait du mimétisme des jeunes qui regardaient ce que faisaient les parents, voilà, pour apprendre, notamment sur la sexualité entre-temps. C'est pas que Ouais, ou c'est intéressant. presque la tendresse, les Mm. câlins, la sensualité, s'embrasser, Mm. se prendre dans les bras, qui est en fait j'ai envie de dire les signes avant-coureurs après de la découverte de la sensualité, de la sexualité, mais déjà le rapport au corps et le fait de se toucher, sans se cajoler, c'est déjà le début, quoi. Absolument. Ouais, non, c'est hyper intéressant, hein, c'est ça. Autre livre, non, bah non, voilà. C'est déjà bien tout ça. Non, tu me disais des livres, il y a déjà pas mal. Ouais. Après, en alimentation, moi, en fait, je lis assez peu de bouquins de nourriture, vraiment axés sur la bouffe, parce que pour moi, c'est la meilleure des démarches, c'est empirique. Mm. Parce qu'en fait, tu peux lire n'importe quel courant, la paléo, le régime keto, l'index glycémique bas, tu peux lire plein de livres. Ce qui va compter, en fait, c'est pas tant de se dire il faut que j'arrête les aliments avec des index glycémiques élevés, parce que ça marche pas comme ça. Manger une crêpe au sucre, c'est pas un problème. Le problème, c'est manger une crêpe au sucre quand ton corps n'a pas besoin de crêpe et quand ton corps n'a pas besoin de sucre. Là, c'est un problème. Mm. Tu vois le truc? Donc, c'est pas le bouquin qui va t'aider. Non, non. Ouais. C'est comment toi Puis tu c'est t'écoutes. une vérité, pas forcément sa vérité. Exactement. Et donc, c'est en fait, c'est la redécouverte du corps. Mm. Ouais, très intéressant. Merci d'avoir passé 1 heure avec nous, Fabrice. J'aimerais juste finir. Comment est-ce on te suit sur Instagram? Comment est-ce qu'on rentre en contact avec toi si on veut Par tous les avoir des moyens. informations? Non, bah, si tu veux bien mettre les. Ouais, mincir avec mon Ouais, coach.fr, voilà, il si y a je ne mon site m'abuse. internet, Et puis Instagram. mes coordonnées, mon téléphone. Voilà. Ce que je vais faire, de toute façon, c'est que je vais poster ça sur Facebook. Je vais mettre les références et également mettre ça sur YouTube. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, Fabrice est sur ces plateformes-là. Ben, je te remercie, Ah ouais, Fabrice. mais c'est moi qui te remercie d'avoir Euh, été ouais, l'initiative. c'était vraiment très sympa. Et puis, ben, qui sait, peut-être qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres, Oh, d'y bon, arriver. regardez le contact. Et puis, Voilà, exactement, avec grand plaisir. c'est bien Euh, cette démarche parce mm. que là, sur la posture du père, il y a à dire, hein, donc, Ouais, et puis il y a pas mal de sujets, et puis je me rends compte, plus je travaille dessus, qu'au final, les autres rôles comme tu disais, tout est lié. Donc, le rôle du mari, le rôle de l'amant, le rôle de l'homme en lui-même, tout est lié. Donc, voilà, ça va évoluer encore, mais j'aime assez toutes les discussions et toutes les rencontres que j'ai faites ces quelques derniers mois avec des personnes concernées. Et mon groupe continue de grossir. On est maintenant 92, je crois, et qu'on compte. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des pairs concernés avec toutes ces questions qui se reconnaissent pas forcément dans ce que les médias peuvent raconter. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, voilà, à regarder, voir un petit peu comment on peut faire bouger les choses, les faire évoluer, aider. Donc ouais. voilà, Ce qui c'est compte, c'est que ça te l'objectif. parle. Parce que ça te parle à toi, forcément, ça va parler aux personnes à qui ça doit parler. Ouais, effectivement. Puis c'est aussi le fait d'avoir un fils où tu te dis, bon, il va arriver sur les réseaux sociaux et effectivement, il y a pas mal de problèmes, il faut les régler, mais quelle est la place, tu vois, sur Internet, juste en prenant, bon, les, le porno, les choses comme ça, il va arriver enfin, c'est Dans la jungle. imminent, hein, parce qu'il est déjà avec, Ouais. sur Fortnite, etc. Donc il commence avec ses copains, surtout cette année, ils ont passé leur temps en ligne, ça va arriver. Donc voilà, comment aider tout le monde à ce que ils arrivent avec à la vingtaine ou 25 ans et que voilà, une tête un petit peu plus sur les épaules et puis peut-être un petit peu mieux que nous on a été
on a été éduqués sur ces sujets-là et bien d'autres, notamment. Donc, voilà. En itération, à voir. Ouais. En tout cas, on pourra, si tu veux, refaire prochainement un autre où j'aborderai des notions sur le masculin. Ouais. Ça peut être très intéressant. Ouais. Parce que j'ai fait une formation en psychogénéalogie où on parlait notamment de l'équilibre masculin-féminin. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai un podcast qui va arriver là avec un psychothérapeute corporel, je t'en discutais tout à l'heure. Ah bah, et j'ai aussi du transgénérationnel, un monsieur, encore une fois, psychologue, qui a quelque chose de très intéressant à dire. Je vais arrêter la diffusion en direct. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, merci, à bientôt, Véronique, Michel. Au revoir. Merci à vous deux. Et puis, merci à toi. Au revoir. Et pour vous qui avez écouté ce show jusqu'à la fin, je vous remercie. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Il y a des millions de podcasts et vous avez choisi d'écouter celui-ci et je vous en remercie très chaleureusement. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des sorties des prochains épisodes. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager. J'offre des formations de qualité et sans bullshit pour les pairs. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site truenorthodyssey.com où vous pourrez rejoindre la communauté exclusive sur Facebook pour les pairs. À bientôt.